Merci Karim Mansouri. Je vais parler de la situation française, mais comme vous allez le voir, finalement, elle présente des points communs tout à fait significatifs avec ce qu'elle dit bien mieux que moi, avant moi, Samir Amin et Mesri Haddad. J'en retire de leurs propos d'ailleurs trois grandes idées forces. La première, vol de la démocratie par travestissement des volontés populaires. Premier point. Deuxième point, soumission à un ordre international dirigé par Washington et dont le vecteur essentiel est l'OTAN. Et troisième idée force, volonté de destruction des États-nations. Eh bien, ces trois forces-là sont actuellement à l'œuvre au sein même de la République française. Alors, je vais me présenter à vous, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis de formation, je sais, j'ai fait l'ENA, j'ai été haut fonctionnaire, j'ai été dans des cabinets ministériels, et je suis de sensibilité non pas communiste, mais de sensibilité plutôt gaulliste. Et d'un gaullisme ouvert, comme a été d'ailleurs le gaullisme dans la grande époque, que ce soit celui du Conseil national de la résistance ou celui des années 60, c'est-à-dire essayer de rassembler tous les patriotes français qui veulent avoir un pays souverain et indépendant et démocratique. Alors le premier point, c'est le vol de la démocratie et le travestissement des volontés populaires. Ce n'est pas tout à fait nouveau dans notre histoire, vous vous rappelez peut-être, en 1830, Charles X, qui était un fief réactionnaire, avait demandé au prince de Polignac, qui était son premier ministre, de revenir sur la liberté de la presse qui était accordée par Louis XVIII à la Restauration, sous la pression des troupes étrangères. Et donc ça avait provoqué les fameuses Trois Glorieuses, vous savez, en 1830, en juillet 1830, et le peuple de Paris voulait la République. Eh bien, on leur a dit non, finalement, c'est pas du tout la République que vous voulez avoir un autre roi, une autre dynastie, et donc on leur a fourgué le duc d'Orléans. Et on est passé des Bourbons aux Orléans. Et qui est-ce qui a fait ça d'ailleurs? C'était des banquiers déjà, c'était le banquier Lafitte qui a dit surtout pas la République. Et en 1848, rebelote, de nouveau, alors cette fois-ci on a chassé Louis Philippe, et puis on a installé Louis-Napoléon Bonaparte, on voulait recréer la République, et puis comme vous le savez, ça s'est mal terminé, puisque Louis-Napoléon Bonaparte a fait un coup d'État et a recréé l'empire de Napoléon, de son oncle Napoléon Ier. Alors nous, en ce moment, on est dans une situation qui ne nous a pas échappé, nous sommes en campagne présidentielle. Et il y a des gens qui disent, le 22 avril, donc dans quelques jours, dimanche, nous allons avoir le premier tour des élections. Ben, c'est faux. Ce n'est pas du tout le premier tour des élections présidentielles. C'est le troisième tour. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai donc créé un mouvement politique, voici 5 ans. La particularité, j'aurai l'occasion d'en revenir tout à l'heure, c'est je suis le seul, nous sommes les seuls sur la place publique à avoir quelques idées forces, notamment de proposer la sortie de l'Union européenne par la dénonciation des traités européens et la sortie de l'OTAN, et pas seulement du commandement militaire intégré de l'OTAN. Moi, j'ai fait acte de candidature le 3 décembre dernier à Nogent-sur-Marne en présentant mon programme, qui d'ailleurs est sur Internet, vous le trouverez pour ceux qui sont intéressés sur le site de l'UPR. Et puis qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai découvert qu'il y avait en fait un premier tour. Le premier tour, nous avons une espèce de suffrage ultra-censitaire. Le premier tour, il est dévolu à environ une trentaine de personnes en France, qui sont les 30 journalistes politiques des 30 principaux médias nationaux. Médias qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs. TF1, France 2, France 3, Canal+, M6, les télévisions, BFM, TV, iTélé. Ce sont France Inter, France Info, Europe 1, RTL, RMC, et puis c'est Le Figaro, Le Monde, Libération, dont d'ailleurs Samir Amin et Bernard faisaient remarquer à quel point maintenant ils étaient en fait à une chose. Et donc tous ces journalistes politiques ont droit de vie ou de mort médiatique sur un candidat, puisqu'il suffit qu'il n'en parle pas pour qu'il n'existe pas. Vous savez, c'est un des dictons journalistiques.
ce qui existe, c'est ce dont on parle. Si on ne parle pas de quelque chose, ça n'existe pas. Exister, ça vient du latin existere, se tenir en dehors, justement quelque chose que l'on fait ressortir. Alors j'ai eu droit, moi et puis l'ensemble des personnes qui me soutiennent, nous avons maintenant à peu près 1500 adhérents dans ce mouvement politique, c'est pas tout à fait rien, et des dizaines de milliers de sympathisants, j'ai eu droit à un traitement tout à fait particulier, c'est-à-dire le verrouillage médiatique absolu. J'étais le candidat dont même le nom ne devait pas être prononcé. Pour vous donner un exemple de la façon dont ça fonctionne, j'aime bien les chiffres. Je vais vous donner les chiffres tels qu'ils ont été calculés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les passages à la télévision entre le 1er et le 27 janvier de cette année, c'est-à-dire au moment capital, crucial pour essayer d'obtenir ces fameux 500 parrainages sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, puisqu'il faut avoir 500 parrains. Eh bien, pendant cette période, M. Hollande, qui avait fait l'acte de candidature, est passé seulement sur les télévisions françaises, selon les calculs du CSA, je le répète, du 1er au 27 janvier, a eu droit à 62 heures en cumul. M. Sarkozy a eu droit à peine moins, et un petit peu moins, ce qui n'est pas sans intérêt, a eu droit à 59 heures. Il est vrai qu'il n'était pas d'ailleurs candidat, déclare. Et puis après ça, vous avez eu M. Bayrou, qui avait 15 heures. Vous voyez qu'il y a déjà un décalage de 62 à 15. M. Bayrou n'avait déjà plus qu'un quart. Et puis après ça, vous aviez Mme Le Pen. Mme Le Pen, vous savez, qui prétendument est la grande opposante au système. Elle a eu 12 heures. C'est moins bien que les autres, mais c'était quand même 12 heures. Et puis après ça, vous aviez M. Mélenchon, 9 heures. Et puis après ça, vous aviez Mme Joly, 5 heures. Et puis M. De Villepin, ancien Premier ministre français quand même, mais mal vu notamment depuis le discours de 2003 à l'ONU, contre la guerre en Iran, et mal vu par Nicolas Sarkozy. Lui, il a eu droit à 2 heures. Vous voyez déjà que Mme Le Pen a 12 heures et M. De Villepin 2 heures. Curieux. Et puis après ça, vous aviez les petits candidats qui avaient 1 heure, Mme Boutin, M. Dupont-Aignan, etc. Puis en bout de course, vous aviez M. Poutou, 35 minutes, et puis après ça, M. Nious, 9 minutes. Et puis François Asselineau, lui, il a eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Donc, comme nous avions plus de 250 militants, parmi lesquels d'ailleurs il y en a dans cette salle, qui sont allés voir des maires à travers la France en leur présentant le programme dont j'ai un peu l'outrecuidance de penser que c'était le programme et que ça demeure le programme le plus construit, le plus, comment dirais-je, à la hauteur des enjeux de ce que doit être l'élection présidentielle, je viendrai tout à l'heure. Alors on voyait des maires qui disaient, mais en gros, mais c'est très gentil, c'est très intéressant, mais c'est qui ce monsieur? On n'en a jamais entendu parler. Alors on a eu quelques parrainages, quelques promesses. Fin décembre, plus le temps avançait, moins c'était facile d'en avoir, puisque les maires regardaient dans les journaux, regardaient les sondages, les sondages que n'apparaissaient non plus dans aucun sondage. Et donc à la fin des fins, les maires disaient, bon, écoutez, on ne va pas donner notre parrainage à quelqu'un qui n'existe pas. Donc c'est le premier fondamental, premièrement, le premier tour de la présidentielle qui se trouve là. On a saisi, j'ai écrit à 57 médias en France, à la mettre accusé avec accusé de réception. J'ai eu les 57 accusés de réception, ça les a eu. On a eu 2-3 réponses. Les réponses c'était « Ah, mais on vous donnera la parole quand vous aurez les 500 parrainages. » Alors je disais, oui, mais alors, attendez, je ne comprends pas, parce que vous donnez la parole à Mme Le Pen, parce qu'elle n'a pas ses 500 parrainages. Mme Le Pen n'arrive pas à avoir ses 500 parrainages, donc vous lui donnez la parole. Et moi, parce que je ne les ai pas, vous ne me donnez pas la parole. D'ailleurs, personne ne les avait encore, puisqu'on en était encore au stade des formes. Alors il y a un deuxième tour, qui est le tour des parrains. Le mot même de parrain, qui n'est pas le mot d'origine. Normalement, c'est le pouvoir de présentation. Et le mot même de parrain met un peu la puce
puce à l'oreille? Est-ce que ça veut dire que c'est spontanément dans l'inconscient collectif qu'est apparue cette notion de parrain? Et parrain, ça nous fait penser bien sûr à un système mafieux. Et oui, en vertu de quoi? En vertu de quoi 40 000 personnes en France qui sont les détenteurs du pouvoir de présentation d'un candidat ont-ils ce pouvoir? Il n'y a aucune raison au monde pour que 40 000 personnes aient droit à voter pour les autres. À l'origine, je rappelle que lorsque Charles de Gaulle a proposé aux Français, par un référendum de 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel, de Gaulle l'avait fait pour lutter, parce que de Gaulle s'inscrivait dans une très longue tradition française de nature capétienne, si j'ose dire, et ensuite révolutionnaire. Vous savez que toute l'histoire de France, finalement, ça a été des chefs d'État, des dirigeants qui ont essayé de lutter contre toutes les féodalités. Saint-Louis, par exemple, qui rendait la justice sous son chêne en 1240, eh bien, il rendait la justice, il donnait justice aux manants, aux paysans, contre le seigneur. Il luttait déjà contre les féodalités. Il a même créé, d'ailleurs, des établissements de commun profit, c'est-à-dire des hospices où des indigents pouvaient venir, qui étaient révolutionnaires au Moyen-Âge, que quelqu'un qui n'avait rien pouvait se faire soigner, comme quelqu'un qui était riche. C'était les ancêtres mêmes de nos services publics, et ça a tellement plu au peuple français qu'il a exigé de la papauté que Saint-Louis soit canonisé, ce qui a été dès la fin du XIIIe siècle. C'est une tradition qui remonte à loin. Louis XIV, dans sa jeunesse, vous savez qu'il a failli y passer, puisqu'il avait donc la fronde, partie de l'étranger, comme on disait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? À peine a-t-il pris le pouvoir, il a envoyé dans les provinces qu'on appelait les grandes journées, les grandes journées modernes, il a envoyé des commissaires pour aller recueillir les doléances de la population contre les grands seigneurs. Et Louis XIV, qui n'est pas un modèle de démocratie, c'est bien entendu, mais Louis XIV a créé Versailles pour avoir sous la main tous les féodaux, tous les gens qui pouvaient venir au pouvoir central, et donc pour jouer en fait le peuple contre les féodaux. Et ce qui s'est passé aussi avec la nuit du 4 août, avec la suppression et l'abolition des privilèges. Donc De Gaulle s'inscrivait dans cette longue tradition qui est à la fois monarchique et républicaine, et De Gaulle avait donc voulu lutter contre ce qu'il appelle le régime des partis, c'est-à-dire en fait les féodaux de notre époque. C'est qui les féodaux? À l'époque monarchique, c'était le prince de Conti, c'était le duc le duc de Bourgogne, c'était ça les grands féodaux qui s'opposaient au pouvoir de la France. Mais désormais, c'est quoi les grands féodaux? Les grands féodaux, ce sont les partis, et ce sont les grands groupes industriels et financiers, c'est ça les grands féodaux de notre époque. Donc De Gaulle avait voulu s'y opposer, et donc, lorsqu'il avait fait l'élection au suffrage universel, il y voyait un moyen pour faire élire le président de la République directement par le peuple, en court-circuitant toutes les féodalités. Le problème de Gaulle, c'est que De Gaulle était très isolé. C'était une espèce, vous savez, ça fait un peu partie de ces hommes, de ces femmes politiques qui sont des exceptions dans notre histoire et qui changent l'histoire de France. Et qu'en fait, il était isolé parmi même ses proches et son gouvernement, et c'est Georges Pompidou. Et les ministres qui sont autour de lui, il suffit de lire le livre de Perfix et de Gaulle, qui raconte les passages des discussions au Conseil des ministres dans les années 63-64. Ce Pompidou qui a demandé et obtenu, et puis d'autres ministres, il dit non, il faut un processus pour filtrer les candidatures à la présidentielle. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il faut filtrer les candidatures à la présidentielle et pas filtrer les candidatures au municipal pour devenir maire de Paris. Ou bien, on pourrait demander, par exemple, pour le maire de Paris, on pourrait demander, je ne sais pas, à 250 Parisiens triés sur le volet de choisir auparavant quels sont ceux qui vont se présenter. Il n'y a pas non plus de filtrage pour la députation. Pour mener une campagne présidentielle, il faut un appareil de soutien militant tellement important que les candidatures fantaisistes, comme on les présente, en fait, tomberaient d'elles-mêmes. Donc ce qu'a voulu en fait Pompidou, ce qu'ont voulu Pompidou et les autres avec lui, c'est de forcer le retour du régime des partis malgré cette élection au suffrage universel. Donc il y a eu les grandes batailles, De Gaulle ne voulait pas, et finalement De Gaulle s'était laissé aller à proposer 100 parrainages, donc de députés, sénateurs, conseillers généraux, conseillers régionaux, et puis
enfin les conseillers régionaux n'existaient pas encore à l'époque, et puis, c'est venu ensuite, et puis également donc les maires de France représentant la grande partie des gens qui détiennent le pouvoir ici. Et puis ensuite, sous Giscard, on est passé à 500. Alors maintenant, avec 500, ça devient quasiment impossible. Et d'ailleurs, on prête à M. Sarkozy et ou à M. Hollande l'idée de passer à 2000 ou 10 000. Autant inscrire dans la Constitution française que seul le candidat de l'UMP et celui du Parti socialiste pourront se présenter. Alors on n'en est pas encore tout à fait là, mais on est quand même dans un processus où avoir 500 parrainages est un tour de force. C'est un tour de force de telle sorte que les candidats actuels, ceux pour lesquels ils se présentent aux élections, ne peuvent les réunir que s'ils sont soutenus directement ou en sous-main par des grands partis politiques. C'est ça, la vérité. Il y a peut-être une seule exception sur les 10 candidats qui se présentent à nous, qui est M. Cheminade. Et comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, ça fait 31 ans que M. Cheminade cherche des parrainages, puisqu'il a commencé pour la campagne de 1981, et qu'il a un appareil militant qui recherche ça, qui font des pressions considérables sur les maires. J'ajoute par ailleurs qu'il est soutenu par une organisation un petit peu trouble, qui est celle de Lyndon LaRouche, etc. Et des intérêts. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est que donc le deuxième tour a eu lieu et que j'ai eu en tout et pour tout 17 parrainages. Alors maintenant, nous avons affaire à quoi? Et nous avons affaire à une campagne présidentielle où tous les candidats font semblant de s'opposer, mais il y a quelque chose, un certain nombre d'éléments dont ils sont tous tombés d'accord pour ne jamais en parler. Et j'ai la faiblesse de croire que c'est justement parce que j'en parle de moi que j'ai été barré de cette élection. J'insiste sur un petit détail, mais qui n'en est pas tout à fait un. C'est que pour le grand public a le sentiment bizarre que la campagne n'embraye pas sur la réalité. Mais les gens ne comprennent pas parce que, par ailleurs, ils ont le sentiment d'avoir le choix. Et de façon extraordinairement pernicieuse, les grands médias ont eu l'intelligence maligne de faire de montrer Cindy, vous savez, la candidate du plaisir, qui se présentait avec les seins à l'air sur les marchés, ou bien de montrer le candidat Maxime Werner, dont le programme était d'avoir 20 ans, ou bien également, il y a eu la présentation de Dédé Labeyot, vous avez vu ce monsieur qui se déguisait en abeille. Alors, comme on montrait ça dans les médias, la télévision, etc., les Français avaient le sentiment d'une espèce de happening, où effectivement tout le monde pouvait se présenter. Naturellement, ces candidats fantaisistes qui ont été mis sur le devant de la scène pour faire croire que nous sommes dans une démocratie extrêmement libérale et ouverte, ont évidemment dégagé, mais ils n'ont plus aucun parrainage, bien entendu. Mais donc, on a voulu délibérément mélanger ça avec les autres, mais un candidat comme moi qui présentait un programme à nul autre pareil, lui, n'a pas eu le droit à la place. Alors justement, j'en viens donc au deuxième point, qui est la soumission de la France à l'étranger, et notamment aux forces atlantistes, par l'intermédiaire de l'OTAN. Parce que c'est ça le point essentiel sur lequel je bâtissais mon programme. Je suis le seul candidat, j'ai créé d'ailleurs ce mouvement politique, pas de façon, comment dirais-je, par hasard. Le 25 mars 2007, pourquoi le 25 mars 2007? Parce que c'est le jour du 50e anniversaire du traité de Rome. Donc ce mouvement politique a été créé le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome pour proposer à mes concitoyens de sortir de la construction européenne et de dénoncer tous les traités européens. Aux références. Quand on disait, maintenant ces idées progressent dans l'opinion, mais dire que l'on veut sortir de l'Union européenne en France, pour beaucoup de gens encore, c'est comme si on disait quelque chose d'inimaginable. Tellement la propagande, depuis des décennies, a mis dans la tête des Français toute une série d'idées reçues. Première idée reçue, on nous dit, mais vous êtes d'extrême droite. Ah bon, et pourquoi donc serions-nous d'extrême droite? L'extrême droite ne se limite pas
simplement à la volonté de vouloir sortir d'une construction politique. C'est toute une série de critères qu'il faut avoir en matière d'extrême droite. Et d'ailleurs, je signale au passage que le Front National ne propose pas, n'a jamais proposé, Mme Le Pen ne propose pas du tout de sortir de l'Union européenne. Moi, quand je dis et quand nous disons que nous voulons sortir de la construction européenne, nous le faisons sur la foi d'un rappel historique, que nous sommes les seuls à faire, que personne ne conteste. Je renvoie à mon site internet sur le sujet. La construction européenne est une création américaine. L'idée, le conte pour enfants, de Robert Schuman, qui d'un seul coup aurait eu une idée de génie, et aurait proposé, selon la version officielle, Robert Schuman aurait eu l'idée de génie de mettre en 1950 le charbon et l'acier allemand et français, luxembourgeois, tout ça, ensemble. Il aurait fait ça sur un coin de table, il aurait prévenu personne, il aurait réuni tous les journalistes au salon de l'horloge au Quai d'Orsay, puis bon, il aurait passé quand même un coup de fil quelques heures avant à Konrad Adenauer au sortir du lit. Est-ce que vous êtes d'accord? Le chancelier allemand répond, c'est une très bonne idée. On se moque de qui? C'était des choix qui avaient été des choix délibérément médités, conçus, préparés dans les services de chez M. Tim Etcheson, qui était le secrétaire d'État du gouvernement Truman à l'époque. Et on le sait maintenant, la déclaration Schuman de 1950 n'a jamais été écrite par Robert Schuman, elle a été transmise par Jean Monnet, qui était l'agent traitant des Américains, comme Jean Monnet a d'ailleurs été l'agent traitant des accords Bloomberg, en échange du plan Marshall. La France devait ouvrir ses salles de cinéma à tous les films américains. Alors, moi, j'en reviens à ça, et je suis d'ailleurs étonné, enfin, j'enfonce ce qui d'ailleurs est peut-être des portes ouvertes pour mon voisin de droite, qui se rappelle certainement que dans les années 50, le Parti communiste français de l'époque a féodé à Moscou, c'est une autre affaire, mais ayant les analyses et les informations de Moscou, était le premier à dénoncer ce qu'on appelait l'Europe américaine. Tout le monde savait à quoi s'en tenir, que cette construction européenne était en fait pilotée en sous-main par Washington. Désormais, c'est devenu l'un des grands tabous. Désormais, on est prié de croire que la construction européenne est une invention française et franco-allemande. Alors, d'ailleurs, on présente même régulièrement aux populations l'idée que la construction européenne aurait vocation à s'opposer ou à faire contrepoids aux États-Unis. C'est là-dessus que le Parti socialiste français en 1992, a appelé à voter oui à Maastricht. Tout le monde peut constater 20 ans après à quel point la construction européenne s'oppose aux États-Unis. Nous sommes devenus les lardins des États-Unis, nous sommes devenus des pays satellites de Washington. Alors ça, c'est la première chose que je dis. La deuxième chose que je dis, c'est qu'il suffit de prendre les traités, notamment l'article 42 du traité sur l'Union européenne, qui précise très exactement que toute la défense de l'Europe est subordonnée aux accords de l'OTAN. La construction européenne est subordonnée aux accords dans le traité de l'Atlantique Nord par cet article 42 du TUE, qui porte bien son nom. Le TUE, le traité sur l'Union européenne. J'ajoute aussi qu'il n'y a pas qu'en matière militaire. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler de cette horreur qui s'appelle le MES. Pour sauver l'euro, par exemple. Pour sauver la Grèce. Pour parler quand on sauve la Grèce, on est en train de tuer les Grecs. Et de détruire la Grèce. Mais, en fait, on est en train de sauver les banques. Ce MES va prendre des décisions. C'est une société. Les Français sont priés de donner cash 16 milliards d'euros tout de suite. Et 146 milliards au total, si vous voyez. Au même moment, on supprime les postes d'infirmières, les postes de ci, les postes de ça, ça n'a jamais d'argent nulle part. Mais là, en revanche, rien n'est trop beau et personne n'a le droit d'en parler. Eh bien, il faut savoir que les décisions prises par les personnes qui font partie de cette société, qui sont d'ailleurs couvertes par une immunité juridique totale, quoi qu'ils fassent avec cet argent, on ne pourra jamais les confisquer, inouï. Ce MES, ces décisions sont subordonnées à l'aval préalable du Fonds monétaire international, qui, comme vous le savez, est situé à Washington, et au Fonds monétaire international et les États-Unis ont quelques 20% du capital. À la différence de l'Organisation des Nations Unies, les votes au FMI sont corrélés au pourcentage des prix dans le capital, donc aucune grande décision
ne peut être prise au FMI sans l'aval des États-Unis d'Amérique. Ça veut donc dire que même, il n'y a pas qu'une soumission militaire et diplomatique, c'est aussi une soumission financière qui nous est ainsi réservée. C'est également ce que j'explique dans mes conférences et dans mes propositions. Une troisième chose aussi que j'explique sur la construction européenne, qui crève les yeux et que pourtant personne ne veut voir, c'est que la construction européenne, en fait, est une construction de nature raciste. C'est en fait un apartheid planétaire américano-européen qui s'inscrit dans la pensée des think tanks américains et notamment des livres, vous savez, de monsieur, comment s'appelle-t-il, Samuel Huntington, enfin, qui est décédé depuis quelques mois, qui s'appelle Le choc des civilisations, The Clash of Civilizations. Et donc l'idée est de nous faire et de couper la France de toutes ces amitiés. C'est d'ailleurs, les gens nous disent, vous voulez sortir de l'Europe, vous voulez vous enfermer sur vous-même. Et je dis, c'est le contraire qui est vrai. D'ailleurs, l'ambassadeur, par courtoisie diplomatique, n'est pas allé tout à fait jusqu'au bout de ce qu'il pensait sur la France, mais je suis bien persuadé que si je lis dans sa pensée, il considère que nous sommes devenus les domestiques et les larbins de Washington. Mais c'est la pure vérité. Et pourquoi cela? Parce que plus nous construisons l'Europe, et plus la France se coupe de ses véritables amitiés mondiales. Il se trouve que j'ai des amis, vous aussi, vous a fortiori. J'ai des amis sur tous les continents, j'ai des amis dans les pays du monde arabe, j'ai des amis. Je vais d'ailleurs fêter ce soir, non pas le 100e anniversaire du Titanic, puisque c'est le 100e anniversaire du Titanic, c'est toute une allégorie, mais je vais fêter ce soir chez des amis russes qui vivent à Paris, mais c'était la Pâque russe. Il paraît qu'il va y avoir beaucoup de vodka. Mais tous ces gens, les Russes, j'ai des amis chinois, j'ai vécu au Japon, je peux vous assurer que dans beaucoup, ou en Amérique latine, il y a beaucoup de gens, donc ce sont des vrais amis. Et quand je leur parle en tête-à-tête, mon petit comité, ils me disent « Qu'est-ce que vous êtes devenus ?» Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes devenus, la France? Et donc nous sommes également le seul mouvement politique à dire cela. Gratter l'européiste. Vous savez, quand les européistes sont là à vous faire des grandes proclamations, d'ouverture sur le monde, comment ça, vous voulez sortir de l'Europe, mais c'est que vous êtes un facho. Mais c'est pas vrai, c'est le contraire qui est vrai. Gratter l'européiste, vous trouverez tout de suite le type qui a peur des Arabes, qui a peur des Noirs, qui a peur du péril jaune, qui a peur du péril indien, qui dit il faut se ramasser, etc., etc. Et en fait, tout ceci pourrait être totalement pieds et poings liés à une oligarchie financière, industrielle, menée depuis Washington, mais pas seulement depuis Washington, parce que Washington a aussi des cols-labos. Il y a aussi des cols-labos en Europe, et qui sont tout à fait pour l'établissement de cet empire qui nous mène, je suis désolé de le dire, mais tout droit vers des guerres mondiales. Et comme je le dis, je l'ai dit plusieurs fois, parce que je suis la bête noire du Front National, justement, parce que je montre à quel point le discours qui est le mien n'a rien à voir avec l'extrême droite. Je dis souvent que la France n'appartient pas aux Français. Elle appartient évidemment aux Français, leur patrimoine public, leur patrimoine national. Mais la France, c'est autre chose. La France, c'est un patrimoine politique, c'est un patrimoine moral, c'est la capacité de s'opposer aux empires. Nous n'avons pas toujours eu une histoire sans reproche, c'est entendu. Mais on a mis dans la tête des Français une espèce de lavage de cerveau pour leur faire croire que la France, c'est l'abomination de la désolation. On est en train, depuis plusieurs décennies, d'essayer d'extirper de la tête des Français, notamment des jeunes Françaises et des jeunes Françaises, qui a été la grandeur de la France, qui n'a certes été une puissance qui a commis des atrocités, c'est vrai, mais c'est aussi une puissance qui a apporté au peuple la Déclaration des droits de l'homme, qui a apporté au peuple un principe d'émancipation des peuples et des nations. Il suffit d'aller se balader en Amérique latine pour voir à quel point l'influence de la Révolution française est présente. Vous savez d'ailleurs
qu'il y avait à Valmy des proches du Libertador, de Bolivar, qui s'étaient battus. Donc, l'idée selon laquelle la France fait partie du patrimoine de l'humanité comme opposant, comme empêcheuse de tourner, d'impérialiser en rond, est une idée qui m'est chère et que nous devons remettre sur le devant de la scène. Les grands moments de l'histoire de France, de Gaulle, dans les années 60 ou dans les années 40, l'a prouvé, mais pas seulement de Gaulle. C'est aussi vrai des soldats de l'an 2 en 1792, c'est aussi vrai de Clémenceau, c'est aussi vrai peut-être de l'épisode de Jeanne d'Arc contre les Anglais, c'est vrai si on monte encore plus loin, quitte à faire un peu d'anachronisme idéologique, c'est un petit peu vrai aussi de Philippe Auguste avec le dimanche de Bouvines contre toute l'Europe coalisée. Eh bien, nous devons être le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le discours de Dominique de Villepin en 2003, que c'était tout à l'heure, a eu un tel retentissement mondial. La France doit se faire le porte-parole de la justice, du droit, et notamment du refus du deux poids, deux mesures, qui est devenu désormais celui qui est le standard, si j'ose dire, qui prévaut dans le droit international. C'est-à-dire, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire de voir qu'en Irak, celui qui reprochait à Saddam Hussein, je ne suis pas là pour défendre le régime de Saddam Hussein, mais pour défendre la justice, celui qui reprochait à Saddam Hussein d'avoir des armes de destruction massive, c'était celui qui en avait. C'est quand même incroyable. Ce sont les États-Unis qui en étaient gorgés. De même qu'en ce moment, tout le monde fait avance sur l'Iran au motif que l'Iran aurait un programme de construction d'une bombe nucléaire, ce qui d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les 16 agences de renseignement américaines, il y a des articles qui sont parus dans le Monde, dans le Point là-dessus, les 16 agences de renseignement américaines, en mars de cette année, on dit que ça n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de programme de construction d'armement nucléaire en Iran, ce qui mérite quand même qu'on y réfléchisse. En tout cas, l'Iran est encerclé par des puissances qui ont la bombe atomique, que ce soit la Russie, Israël, le Pakistan ou bien les sous-marins américains qui sont dans le Golfe. C'est quand même extraordinaire que personne simplement ne se pose cette question. Et je terminerai ce propos en disant que ce qui manque actuellement au monde, c'est justement la France comme une autre voie de l'Occident, une autre voie occidentale qui fasse prévaloir la justice et le droit. Et j'en arriverai au troisième et dernier point de mon intervention, pour reprendre ce que disaient mes collègues Samir Amin et Désiré Haddad à l'instant même, au sujet de la destruction des nations. J'y suis particulièrement sensible parce que je crois que c'est en effet l'objectif qui est poursuivi selon des voies différentes. Alors en Libye, on a transformé, j'ai beaucoup aimé, je n'aime pas le concept, mais j'ai trouvé judicieux la formule de somalisation, la somalisation de la Libye, c'est-à-dire la destruction, là, on pourrait parler aussi de la somalisation de l'Irak, je pense, de la somalisation de l'Afghanistan, peut-être la prochaine somalisation de la Syrie, mais on est aussi dans un processus de somalisation des pays européens. Et si vous allez, le Royaume-Uni sera bientôt le Royaume des Unis, les Espagnes également, et en France, et c'est le fruit d'une politique délibérée de la Commission européenne, notamment de la politique dite d'Europe des régions, ou des chartes, comment dirais-je, des langues régionales, où l'on présente ça comme un progrès fantastique vers plus de démocratie, etc. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Vous savez, vous allez à Perpignan, personne ne parle l'occitan. Donc toutes les publicités, le Carrefour, le genre, tout ça c'est écrit en français. Mais la chose extraordinaire, c'est que ce sont les panneaux publics qui sont écrits en bilingue. C'est le monde à l'envers. Pendant des siècles, il y a une volonté française, je ne la juge pas, mais c'est ainsi, il y a une volonté française d'uniformisation, de centralisation pour bâtir un État puissant. Et maintenant, ce sont les représentants de l'État qui s'ingénient sous des instructions européennes à démantibuler notre propre État, ce dont les populations ne veulent pas.
Quand vous allez en Bretagne, c'est pas, j'ai du sang breton dans les veines, quand vous allez en Bretagne, c'est pareil, c'est écrit en français et en breton. Le breton, d'ailleurs, est une langue qui a été fixée en 1910. Bon, et pas un truc qui remonte, c'était des différents dialectes. Là, vous avez donc ces deux langues. Vous avez le développement des eurorégions, c'est-à-dire que désormais, l'Isère doit travailler avec le Val d'Aoste, et puis les Pyrénées orientales avec la Catalogne espagnole, etc., etc. C'est quoi l'objectif qui est caché sous ce dehors de démocratie? Mais c'est qu'à terme, dans 30 ans, dans 40 ans, il n'y ait plus de France. Il n'y ait plus de langue française. C'est qu'on parle le corse en Corse, et puis la koiné, comme disent les linguistes, la langue vernaculaire, ce sera américain. D'ailleurs, les mêmes dirigeants français en ce moment promeuvent l'enseignement du breton, de l'occitan, du corse, et promeuvent aussi, c'est Madame Machin, la ministre, la pseudo-ministre de l'enseignement, qui a dit qu'il faudrait apprendre dès maintenant la maternelle, l'anglo-américain. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en France, il y a actuellement plus de jeunes Français qui apprennent le breton que la langue chinoise, alors que la Chine est d'ores et déjà devenue pratiquement la première puissance du monde? Est-ce que c'est une ouverture sur le monde que de se rabattre sur des langues régionales d'une toute petite importance, d'ailleurs en partie des langues artificielles comme le breton, et de ne pas au contraire ouvrir l'esprit des gens sur ce qu'est la planète, c'est-à-dire la langue chinoise, mais pourquoi ne pas apprendre, puisque je parle le japonais, pourquoi ne pas apprendre l'arabe, pourquoi ne pas apprendre même l'hindi ou le russe? Toutes ces langues qui d'ailleurs sont en plein déclin. Dans l'enseignement français, vous savez qu'il y a de moins en moins de gens en France qui parlent l'allemand ou qui parlent le russe. Et il y a pratiquement maintenant, tout le monde est obligé de parler l'anglo-américain. Donc l'objectif final au bout du compte, eh bien, c'est d'avoir une espèce de, alors pas de somalisation, mais de néerlandisation, c'est-à-dire que les gens auraient perdu l'usage de leur propre langue, et que nous aurions donc des régions qui parleraient le breton et l'anglo-américain, etc. Et au bout du compte, c'est quoi de tout ça? Eh bien, c'est que la France cède son siège permanent au Conseil de sécurité à la construction européenne. C'est d'ailleurs ce que demande déjà M. Cohn-Bendit. Et si on donne notre siège permanent à la Commission européenne, il se passera quoi? Ben, vous savez qui dirige la Commission européenne? Vous savez quels sont les lobbies? Vous savez que la grande majorité des États de l'Union européenne sont complètement alignés sur les États-Unis. Vous savez qu'actuellement, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, c'est Mme Catherine Ashton of Sutherland, qui est baronne de l'économie, c'est ça la parole. Elle est baronne travailliste. Je dis souvent à quoi une duchesse marxiste-léniniste. Eh bien, cette baronne travailliste est ultra-atlantiste. Et donc, le jour où nous aurons cédé ce siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne, prétendument pour être plus puissant, en fait, nous l'aurons cédé à un coup de Washington, et Washington ne sera plus embêté, comme il l'a été en 2003, et pourra aller bombarder qui l'entend, au nom de la communauté internationale, qui est un mot codé qui signifie États-Unis et l'Union européenne. C'est ça la communauté internationale, hein, dans le jargon des 9 langues contemporaines, pour ce. Il est temps que j'arrête mes propos. Vous avez compris pourquoi je n'ai pas eu accès